Salut! Comme la moitié de Bookstagram et de Booktube, je suis une autumn girly, donc c'est ma saison préférée, c'est là que... Enfin, j'adore les couleurs, j'adore la météo qui est moins chaude et du coup ça me permet de me balader, j'adore ramasser des choses en forêt, notamment des châtaignes, j'aime tout dans l'automne. Je sais que pour beaucoup c'est un peu déprimant parce que les jours raccourcissent, il commence à faire froid, il pleut, etc. Mais moi en fait c'est une saison dans laquelle je me sens confortable pour être introvertie. C'est là où en fait ma manière d'être s'épanouit le plus puisque c'est dans ces moments-là où j'ai vraiment une bonne excuse pour m'enrouler dans un plaid, bouquiner, boire des boissons chaudes, manger du carrot cake, enfin ce genre de choses. Et du coup, j'attends l'automne avec impatience chaque année. Cette année, pour cette vidéo, j'aurais pu vous proposer ma sélection. J'aurais pu proposer aussi la pile à lire que je comptais tacler pendant les semaines et mois à venir. Mais finalement, j'avais envie de parler de mes lectures et je me suis dit, je vais me lancer un petit défi. Je vais lire 13 livres pour la saison automnale et c'est ce que j'ai fait. Je m'y suis prise très tardivement, donc je sors d'un marathon de lecture. Je crois que j'ai commencé le 20 ou le 21 septembre, un truc comme ça. Et à l'heure où je tourne, on est le 4 octobre, donc j'ai lu un livre par jour, voire plus. C'était pas facile, je pense que je vais lever le pied pour les prochains parce que je suis éclatée et c'est pas le but. Mais voilà, j'avais très envie d'arriver à ce nombre 13 que je trouve assez symbolique, surtout dans la spooky season. Et du coup voilà, donc on va commencer tout de suite. La première lecture dont je vais vous parler, c'est The Last House on Needless Street de Catriona Ward. Il a été traduit en français, j'ai pas le titre là sous la main, donc je vous mettrai les deux couvertures. Là ou là, je sais jamais, je connais pas ma gauche et ma droite a priori. Et je vais pas pouvoir vous dire grand chose de ce livre parce que si je commence à vous détailler, je vais tout vous cacher. Donc faut le découvrir en fait sans savoir ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça commence avec la disparition d'une petite fille qui passe ses vacances près d'un lac dans l'état de Washington, si je dis pas de bêtises, avec sa famille. Elle disparaît et voilà. Et en fait, ça va être le point de départ d'une histoire. On va suivre plusieurs points de vue et c'est assez intéressant. J'avoue que j'avais vu une partie du rebondissement, je l'avais deviné, mais il y a une deuxième partie qui m'a pas mal surprise. Donc voilà, il y a plusieurs rebondissements, il n'y en a pas qu'un seul. J'ai trouvé qu'il était plutôt... Je suis en train de me dire que je vais pas pouvoir du tout vous en parler en fait. Mais disons qu'il traite d'un sujet qui jusque-là a été super mal traité en littérature, en film, en adaptation culturelle, tout ce que vous voulez. Et j'ai trouvé que l'autrice avait pris un parti que je trouvais très intéressant, qui change, et du coup je pense pas qu'elle soit concernée, mais elle a fait énormément de recherches. Elle met d'ailleurs à disposition une bibliographie à la fin de son roman. On sent que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, elle le dit d'ailleurs dans sa note de l'autrice, et moi j'ai trouvé, voilà, c'était une bonne surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment c'est le genre de bouquin, je me suis lancée en me disant bon, c'est un polar, ce genre de choses, et c'est un peu différent. C'est un polar, mais en même temps, c'est pas qu'un polar. Bref, c'est quelque chose de... C'était vraiment un bon livre, assez dur, donc faites attention à vous, mais voilà, je vous le conseille, et je suis désolée d'être aussi cryptique, mais si je vous raconte ne serait-ce qu'un tout petit peu plus, en fait, vous avez plus besoin de le lire, donc je vais m'arrêter là, et je vais passer à la prochaine lecture. On enchaîne avec Mort d'une libraire d'Alice Slater. C'est un livre que j'ai lu en anglais, mais il a été traduit en français, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'on pourrait lui reprocher des choses, mais bon, je vais commencer par vous dire de quoi ça parle. En fait, ça se passe dans une librairie, comme son nom l'indique. On va rencontrer Roach, qui est une jeune femme, pas très aimée. C'est un peu le stéréotype de la gothique grunge qui est asociale et qui du coup a du mal à se lier avec les gens.
Et roach alors je sais qu'en anglais roach ça veut dire cafard en gros, et je sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais voilà. Et en fait Roach elle bosse depuis des années dans une librairie qui est un peu en perte de vitesse, ça fait partie d'une chaîne, il y a très peu de clients, c'est mal organisé, etc. Et du coup, il va y avoir une équipe de choc qui va arriver pour essayer de remonter les chiffres de cette librairie et faire en sorte que le magasin perdure. Et dans cette équipe de choc, il y a Laura. Laura, c'est typiquement la fille, la bookstagram de base, elle est toujours bien habillée, elle a des vêtements bien accordés, elle a lu plein de classiques, des contemporains, elle a toujours le sourire, elle sait vendre, elle sait organiser les livres, elle est vraiment, c'est une libraire 100% pur jus. Et Roach, en fait, va se retrouver captivée par cette Laura, parce que d'un côté, elle a très envie d'avoir un lien avec elle, et de l'autre, elle la jalouse énormément. Et Laura, de son côté, elle va regarder Roach avec beaucoup de mépris, et elle va rien vouloir à faire avec elle en fait. Au début, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais du coup voilà. Et en fait, on va avoir ce ballet entre ces deux femmes qui tout opposent littéralement et qui vont quand même devoir travailler ensemble. Et il y a un côté assez obsessionnel, assez sombre qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé très intéressant. Il y a des réflexions qui sont aussi très intéressantes sur le fait d'être marginal, sur le fait de correspondre à une esthétique, sur le sujet de l'apparence en fait, de manière générale. Là où j'ai trouvé que c'était un tout petit peu moins poussé et réfléchi, c'est sur la critique du true crime, puisque du coup, donc, je vais pas vous en dire beaucoup plus, je pense que c'est bien de le découvrir, mais Roach est une fan de true crime, et Laura déteste ça, mais vraiment viscéralement. Et en fait, cette critique du true crime, je l'ai trouvée très superficielle, très répétitive. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux éléments qui sont apportés. Les arguments sont assez creux, alors qu'il y a tellement de choses à dire. Et de l'autre côté, les arguments en faveur du true crime n'ont pas... Enfin, moi, je les ai pas bien... Je sais pas si c'est moi qui les ai mal lus ou s'ils ont été mal... Enfin, s'ils n'étaient pas vraiment très présents, mais il y a genre 2 ou 3 phrases qui essaient de le défendre, mais vraiment sans conviction. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que ça aurait été encore plus intéressant d'aller un peu plus loin et d'essayer peut-être de se faire l'avocat du diable, et d'essayer de montrer... d'aller un peu plus loin, en fait, dans cette défense du true crime, et d'aller aussi un peu plus loin dans l'attaque. Et voilà, donc ça m'a un peu voilà, ça m'a moins plu. J'ai un peu moins aimé aussi le caractère très très stéréotypé des personnages. Elles ont 2 personas qui sont assez fixes et on a du mal à s'en détacher. Elles correspondent à des clichés aussi. Elles ont une certaine profondeur, mais il y a un moment donné, c'est vrai que c'est un petit peu... on est un petit peu blasé quoi. Enfin moi je l'ai été, je me suis dit bon c'est bon, j'ai compris. Roach elle est sale, elle a les cheveux gras, elle aime quand ça pue, enfin voilà, c'est souvent répété, souvent rabâché dans tous les aspects de sa vie d'ailleurs, et ça j'ai trouvé ça un peu moyen. Et par contre c'est vraiment, si vous aimez pas du tout les histoires de serial killer etc., je pense que vous pouvez passer outre, parce que c'est un livre qui se concentre vraiment sur cette fascination qu'on peut avoir sur les serial killers. Et voilà, il y a des petits easter eggs comme ça. Moi-même, je les ai pas vus tout de suite, c'est en tombant sur un article il y a pas longtemps. J'ai lu en fait un point et je me suis dit, mince, c'est le... en fait, elle en fait référence dans son bouquin, et... j'étais ah ouais, smart. Et du coup voilà, donc plutôt une bonne lecture, elle est assez accessible, elle est pile poil dans la spooky season, et elle est plus dans le côté un peu psychologique et assez contemporain, donc voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite, je me suis dit, on va aller dans la francophonie. C'est un roman que j'ai mis sur ma wishlist pendant très très longtemps, parce que je trouvais la couverture très chouette, et j'avais très envie de découvrir le potentiel de l'horreur à la française.
donc avec une francophone, et c'est Vertèbre de Morgane Cossarieux. Alors je sais pas si ma déception est liée au fait que je voulais l'aimer, ou si c'est juste que le livre est vraiment pas pour moi. Mais du coup, on va suivre l'histoire d'un petit garçon trans dans les années 90 qui se retrouve dans un petit village des Landes, donc un village où voilà, la population triple l'été et l'hiver c'est un peu mort, littéralement. Et en fait, il va se passer des événements un peu bizarres avec son copain, son grand copain qui se fait kidnapper. Je vais pas aller plus loin. J'ai trouvé... Il y avait des choses intéressantes. J'ai beaucoup aimé le parti pris de l'autrice, voilà, de partir sur cette mythologie, on va dire, et de... Voilà, il y avait des choses très intéressantes. Il y a du body horror qui est plutôt bien traduit. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez... comment dire ? C'était présent, c'était bien décrit, moi j'avais les images en tête, ça c'était pas un souci. Le body horror ne me gêne absolument pas, au contraire c'est un des sous-genres de l'horrifique qui m'intéresse. Mais si vous êtes assez sensible là-dessus, évitez. Après, j'ai détesté, je crois, tout le reste. Et du coup, c'est 90% du bouquin. L'autrice donc prend le parti d'avoir 2 points de vue différents. Il y en a un qui est écrit à la première personne et en fait on est dans la tête du petit garçon trans qui du coup écrit son journal en fait. Et il est censé avoir 10 ans. Il écrit pas du tout comme un enfant de 10 ans. C'est surjoué, c'est cringe, moi j'ai absolument pas aimé. Il y a des références toutes les 3 secondes à des trucs des années 90. Que ce soit des habitudes, que ce soit de la pop culture, que ce soit des pubs, ce genre de choses. On a l'impression que l'autrice fait vraiment un énorme clin d'œil à tous les millennials. Et c'est même plus un clin d'œil, en fait, c'est une crise d'épilepsie à ce stade. Et moi, ça m'a sorti, en fait. Je trouve ça tellement pas... C'est pas réaliste. J'ai grandi dans les années 90, je passais pas mon enfance à sortir des références toutes les 3 secondes à des shows, à des pubs, enfin non, je comparais pas mes potes à des héros de comics. Enfin c'est plein de trucs comme ça qui m'ont vraiment énervée. D'autant que ce petit garçon, il a des choses à dire, et c'est très intéressant. Il y a tout un sujet autour de son identité, des relations fraternelles qui peuvent être très compliquées, de la vie dans une petite bourgade dans les années 90 où tout le monde se connaît et du coup ça devient complexe. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a la culpabilité, vraiment, il y avait du potentiel, mais j'ai détesté la forme. Et le deuxième point de vue, c'est la mère du petit garçon qui a été kidnappé. Et lui, il est narré à la deuxième personne du singulier, donc tu. Et en fait, c'est la mère qui se parle à elle-même. Il faut savoir un truc, c'est que les romans en tu, c'est très rare que ça fonctionne. C'est un point de vue qui est vraiment très très difficile à bien maîtriser, à mon sens. Et là, ça l'était pas. Là, ça l'était pas parce que... je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, c'était pas pertinent. Ça apportait rien au récit. Et le point de vue de la mère est du coup assez... Je sais pourquoi l'autrice a voulu... Il y a un rebondissement, je vais pas pouvoir en parler parce que sinon je vous gâche tout. Mais je sais pourquoi l'autrice a choisi ce point de vue et je pense que c'était pas son meilleur choix. Je pense qu'il y avait moyen de le gérer autrement et que ça aurait été encore plus impactant. Elle fait part d'un... Ça m'a énervée aussi. Elle parle d'un trouble mental qui est devenu un peu un cliché, un stéréotype de la littérature horrifique, donc ça me gonfle. Et surtout, le dernier point qui m'a vraiment énervée, c'est il y a 2 scènes d'agression sexuelle. Il y en a une, je vais pas dire qu'elle était nécessaire, mais elle pouvait s'expliquer, puisque c'est surtout un rapport de domination et un rapport de de domination et de discrimination. Et donc celle-ci, je peux comprendre pourquoi elle a été mise. La deuxième, par contre, je la comprends absolument pas.
elle n'avait rien à faire là-dedans. Je comprends pas pourquoi on pense que c'est nécessaire d'ajouter des agressions sexuelles dans le cadre de la littérature horrifique. C'est le quotidien de beaucoup de femmes, c'est pas uniquement un truc de monstre. Et il peut y avoir un côté très cathartique d'écrire les agressions sexuelles sous ce prisme-là, mais là c'est pas le cas. Là franchement vous enlevez la scène, ça ne change rien au livre. Rien du tout. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'est qu'elle n'est pas nécessaire et je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'ajouter en fait ce genre de traumatisme quand ça ne sert pas l'histoire. Et on peut aussi essayer de voir, même quand ça sert l'histoire, en fait, on peut essayer de se placer sur d'autres points de vue. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en fait. Et donc je l'ai très très mal noté. Je l'ai pas encore noté puisque j'ai décidé de cacher mes lectures sur mes réseaux histoire de vous faire la surprise pour cette vidéo. Mais je vais très mal le noter. Et c'est un peu à me désespérer entre guillemets de l'horreur francophone parce que je suis toujours déçue. Je suis toujours déçue. J'avais lu une anthologie sortie aux éditions Guater que pourtant j'aime beaucoup. Qui était Nous parlons depuis les ténèbres, si je dis pas de bêtises. Et j'avais été super déçue parce que je trouve que c'est convenu, c'est cliché, ouais, ça me déroute. Je comprends pas pourquoi on s'en sort pas dans la francophonie, je sais pas. Si vous avez des recommandations à ce niveau-là, vous pensez que ça sort du lot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai très envie de changer d'avis sur les autrices et les auteurs francophones. Mais là, en fait, je me rends compte que j'ai menti parce que j'ai lu un roman francophone qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory. Il est sorti il y a quelques années, donc vous en avez peut-être entendu parler. La couverture est très jolie. Ça vaut ce que ça vaut. Et en fait, c'est un roman qui est très très dur. C'est un roman qui est narré à la première personne par un homme qui, n'a jamais été scolarisé, du coup, ou en pointillé en tout cas, et du coup il a une manière de s'exprimer qui est assez particulière, qui est pas, on va dire, académique et conventionnelle. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup lu en autodidacte sur la fin de sa vie et qui du coup écrit un peu comme il pense. Et c'est assez bluffant de maîtrise par l'auteur, ça m'a pas mal étonnée. Ça m'a un petit peu fait penser à Des fleurs pour Algernon de Daniel Case, qui, si vous connaissez pas l'histoire, c'est en fait un homme qui a un QI assez bas pour ce que ça vaut. Je sais que le QI c'est pas une mesure très intéressante, voilà, mais pour ce que ça vaut, c'est un homme qui a un QI assez bas et qui du coup commence un journal parce qu'il rentre dans une expérience dans laquelle en fait il va prendre un médicament qui va lui faire bondir son intellect et on va voir le changement dans sa prose. Et en fait j'ai l'impression que dans le cas de Dimitri Rouchon-Bory, alors c'est pas du tout la même histoire, mais il y avait ce travail sur la prose qui était assez intéressant, que j'ai trouvé plutôt bien fait. Et en fait, du coup, on va suivre l'histoire de Duke, qui est un petit garçon qui vit dans une maison et qui a des frères et sœurs, et dans une maison, je pense que dysfonctionnelle, c'est pas assez fort comme terme. Il va vraiment subir énormément d'abus et de maltraitance, et on en a les récits. Donc c'est un roman qui est assez dur. Et en fait, ça parle de trauma, ça parle de reconstruction ou de déconstruction, ça parle de violence. C'est quelque chose qui est assez... Ouais, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile, mais pour autant, il y a beaucoup de poésie, beaucoup de justesse, beaucoup d'humanité dans ce récit. Il m'a vraiment serré le cœur. Et la seule chose qui m'a un peu perturbée, c'est qu'on a vraiment quasiment aucun indice sur la situation géographique en fait. Pendant toute la première partie du récit, j'étais persuadée que ça se passait en France. Et par la suite, je me suis demandé si c'était pas plutôt aux États-Unis. Je sais pas si c'est fait exprès, si l'auteur a fait exprès de faire ça pour que ce soit peut-être plus généraliste dans son propos. Mais voilà, c'est un peu... Il y a des éléments qui font croire... Enfin, moi, il y a des éléments qui m'ont fait croire que ça se passait en France, voire en Europe, et d'autres qui m'ont fait croire que ça se passait aux États-Unis. Donc ça m'a un peu perturbée et j'étais un peu...
donnez-moi un cadre. Mais sinon, en dehors de ça, franchement, ça a été un livre qui m'a fait pleurer, hein, beaucoup pleurer, et je l'ai lu d'une seule traite parce qu'il se lit très très bien. Mais voilà, faites attention au trigger warning, il y a tout ce que vous pouvez avoir comme trigger warning. Vraiment très chouette, donc comme quoi, en fait, on a le potentiel... Mais c'est pas vraiment de l'horrifique. Ah, voilà, c'est pas vraiment de l'horrifique en fait, puisque c'est plutôt quelque chose de très réaliste. C'est un peu... c'est comme du true crime, mais c'en est pas, puisque du coup c'est pas true. Et du coup voilà, donc c'est pas de l'horrifique, mais ça montre en fait que ouais, il y a du potentiel chez les auteurs francophones. Mais voilà, du coup c'était une bonne lecture. Bonne lecture. Je trouve que c'est toujours compliqué de vous dire que c'est une bonne lecture quand en fait c'est la foire au trauma, mais c'est bien amené, c'est bien écrit, c'est émouvant, ça fait se poser des questions aussi pas mal sur le traitement des victimes, sur le suivi des troubles mentaux qui peuvent en découler. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont des sujets qui sont un petit peu en sous-texte. Et du coup, je me suis intéressée un tout petit peu à l'auteur, c'est-à-dire que j'ai tapé son nom dans Google et j'ai juste regardé qui il était. Et c'est un mec qui était journaliste judiciaire, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il faisait des chroniques sur des procès. Et c'est très lourd de participer à certains procès. C'est très lourd de voir un peu le pire de ce qui peut se passer dans l'humanité et de voir aussi la machine juridique. Et du coup, voilà. Donc, c'est de ça dont il peut parler aussi. Et franchement, ouais, c'était une bonne lecture et je la conseille. Voilà. Ensuite, on repart sur alors, moi, je l'ai lu en anglais, il a été traduit. C'est Night's Beach de Rachel Yoder. Je crois qu'il s'appelle Chienne de nuit en français. Ils n'ont pas été très, très originaux. Et c'est un roman qui me rend perplexe. Je vous explique. On est dans le cadre d'une maman qui a accouché il y a 2 ans. Elle est dans les pavillons la banlieue américaine. Et elle est mère au foyer. Et en fait, elle est dans un postpartum énervé. Elle déprime énormément, elle s'en sort pas en tant que mère au foyer, elle a dû renoncer à ses rêves, à sa carrière, parce qu'elle n'arrivait pas à concilier les deux. Son mari n'est jamais là, il vient que le week-end, la semaine il est toujours en déplacement pour gagner justement le salaire qui leur permet de vivre. Et au début du coup on est embarqué avec cette jeune mère qui s'en sort pas, j'ai trouvé que c'était très très intéressant parce que c'est un rapport à la maternité qui n'a pas forcément été toujours entendu, qui n'a pas forcément été toujours écouté, et c'est encore le cas d'ailleurs actuellement. Et j'ai trouvé ça très intéressant de se plonger justement directement dans ce désespoir en fait de cette mère qui sait pas comment faire et qui voit surtout les autres mères autour d'elle s'en sortir super bien, être toujours méga apprêtée, avoir des enfants toujours bien propres. Voilà, elle a l'impression en plus d'être un échec dans son rôle de mère. Et il va commencer en fait à lui arriver des petites bricoles, dans le sens où elle va commencer à avoir de la fourrure qui va lui pousser sur le corps, et elle va faire des rêves un peu bizarres, et il va se passer des choses un peu étranges, et on va suivre en fait cette avancée dans sa psyché. Est-ce que je suis folle? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Les recherches que je vais faire pour essayer de comprendre ce qui m'arrive, la libération que ça peut m'apporter, ce genre de choses. Et en fait, c'était très très intéressant. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai trouvé ça 2 fois trop long. Vraiment très très long. Je pense qu'on aurait pu le réduire de moitié sans aucun problème. Ça aurait pu même être juste une novella, ça aurait été parfait. Parce que là, en fait, je me suis retrouvée avec un roman qui m'a ennuyée, en fait. Alors que le thème me plaisait, l'histoire me plaisait, la plume était assez intéressante. Et je me suis emmerdée. Ah, je peux pas le dire autrement. Il y a vraiment toute une partie, tout le milieu, en fait, c'est redondant. Elle dit toujours les mêmes choses, il se passe toujours la même... Enfin, il se passe rien, enfin... Et c'est pas du rien intéressant, c'est vraiment... Elle est en boucle sur des trucs, c'est même pas... c'est pas un style ou quoi que ce soit, c'est juste que... On a vraiment l'impression que l'autrice a écrit une nouvelle et qu'ensuite elle a essayé de l'étendre au format roman, et elle a rajouté au kilomètre des choses qui n'avaient vraiment pas grand chose à faire là-dedans.
Et le problème, c'est qu'en faisant ça, elle s'empêche d'aller poursuivre certains des thèmes qu'elle évoque, et on a une fin où il y a des choses qui sont pas du tout résolues en fait, et du coup, enfin... Sur certains fils narratifs, elle nous fait genre 1 ou 2 lignes d'explication, basta, et sur d'autres, en fait, on n'en parle plus du tout. Et voilà, donc ça m'a un peu déçue. C'est dommage parce que ça avait du potentiel, c'était vraiment très chouette au début, mais voilà. Donc je suis ressortie assez perplexe de cette lecture. Ensuite, on va parler de Hell Followed With Us de Andrew Joseph White. Alors celui-là aussi, il a été traduit par Nous sommes l'Apocalypse. Pareil, les deux en couverture que je vais vous mettre. Et du coup, c'est du young adulte. Plutôt ado assez âgé. Genre, donnez pas ça à un enfant de 12 ans parce que vous allez traumatiser à vie. Il s'agit du récit d'un jeune homme trans qui en fait se retrouve dans une situation post-apocalyptique. Il y a eu une énorme épidémie qui a rasé une partie de la population mondiale et les États-Unis notamment sont gouvernés par un nouvel ordre religieux qui en fait est à l'origine de cette épidémie. C'est eux qui ont relâché cette maladie pour avoir justement cette apocalypse et pouvoir reconstruire un monde sur de nouvelles bases, les leurs. Et en fait, ce jeune homme essaye donc de s'échapper de cette communauté, puisque sa transidentité n'y est pas reconnue. Il avait uniquement le soutien de son père. Ça, c'est assez rare, donc c'est bien de le souligner. Et en fait, on va apprendre qu'il a un statut très particulier dans cette communauté. Et en fait, il va rejoindre un groupe de LGBT marginaux, encore plus marginaux du coup dans ce monde post-apocalyptique, qui doivent se battre contre des monstres et contre la communauté religieuse. Et c'est une histoire de rébellion, de se retourner contre l'ordre établi, d'essayer de se libérer du carcan tyrannique. Et il y a énormément de body horror. Et alors, c'est quelque chose qui m'a assez impressionnée parce que je trouve que c'est du body horror très queer. C'est du body horror que vous vous attendez dans des œuvres LGBT. C'est vraiment quelque chose qui va très loin dans la déformation, dans la transfiguration. Ça va très très loin. Et c'était vraiment très bien. Vraiment très bien. La fin est un peu confuse pour moi. Il y a des passages très dégueulasses, vraiment, très graphiques, mais très chouette. Vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça vaut le coup, c'est grave dans le thème en plus Enfin, dans le thème. Si vous suivez la Spooky Season, c'est grave dans le thème. Je suis désolée, j'ai un petit cheveu qui m'embête depuis tout à l'heure. Ça y est. Et du coup, ouais, c'est du young adulte, mais très intelligent, très intéressant. Et je sais que Andrew Joseph White a écrit d'autres livres, et en fait, il m'intéresse, parce que sa manière de raconter les choses, sa manière d'aller vraiment à fond dans son sujet, j'adore. Donc voilà, très gros succès. Et ma dernière lecture, ça a été Lady Macbeth d'Ava Reed, et cette fois-ci, je l'ai en physique. Je l'ai lu en anglais parce que je tenais absolument à avoir cette magnifique couverture. Je la trouve plus belle que la version de Saxus, et je refuse d'acheter des livres de Saxus, donc comme ça, voilà. Du coup, Lady Macbeth d'Ava Reed. J'avais lu du coup d'Ava Reed uniquement Juniper and Thorn. Ah non, j'ai lu aussi The Wolf and the Woodsman. Donc c'est mon 3e. Et il y a un truc que j'adore chez cette autrice, c'est l'ambiance. Elle est très, très, très forte pour vous faire une ambiance. Là, c'est une ambiance gothique, médiévale. Enfin, du coup, c'est pas très gothique, mais un peu gothique quand même. Médiévale, c'est incroyable. On se sent enfermé comme Lady Macbeth. On se sent vraiment... Je sais pas, elle a un truc avec les ambiances qui est incroyable. Et vraiment très très chouette. Et du coup, j'avais pas lu Macbeth. J'ai découvert l'histoire par ce biais-là. L'héroïne est une jeune femme qui a envie un peu de se rebeller contre sa condition. Elle se fait marier à Macbeth, c'est un mariage arrangé en fait. Il y a des choses très intéressantes aussi sur les différentes langues utilisées, puisque c'est à une époque où vous avez des langues par comté, par pays. Et du coup, les gens sont obligés d'être genre quadrilingues
ou plus pour pouvoir communiquer entre eux. Y a voilà, toute une réflexion très intéressante sur la traduction, sur ce que l'utilisation du langage peut être comme une domination. C'est évidemment un propos féministe. Après, j'avoue que j'ai été un tout petit peu déçue par les relations personnelles. Et c'est toujours mon problème avec Avareed, donc comme ça, au moins, c'est constant. J'ai trouvé... Alors déjà, j'ai trouvé que la figure de la rebelle était pas super... Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. J'aurais aimé que ce soit un peu plus poussé, parce que là, en gros, ouais, elle dit 2-3 trucs et... Alors peut-être que pour l'époque, c'était énorme, mais je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus badass. Et il y a un développement d'une relation avec un personnage que j'ai pas comprise, dans le sens où je la trouvais très mignonne, hein, mais est-ce qu'on aurait pu me la montrer un peu plus, s'il vous plaît? Et c'est dommage parce que ça avait pas mal de potentiel, et en fait c'est... Bah ouais, c'est... Tout ce que je peux reprocher, enfin tout ce que je peux dire de l'autrice, en fait, je trouve que ses ambiances sont géniales, les idées qu'elle a sont vraiment très chouettes aussi. J'aime beaucoup les galeries de personnages qu'elle plante dans son décor. J'ai du mal avec les interactions entre eux. Je trouve qu'il y a toujours un truc qui manque, il y a toujours un truc qui... Voilà, et je pense que si elle devait avoir un progrès à faire, ce serait vraiment là-dessus, et on serait sur quelque chose de parfait, parce que... j'aime beaucoup l'ambiance, c'est pas un souci, mais je crois que les relations entre personnages sont ce qui m'intéresse le plus en fait dans mes lectures. Et là, à chaque fois, ça me manque un peu. Donc en fait, je passe à côté du coup de cœur à chaque fois, et c'est un peu dommage. Donc, mais sinon, très bonne lecture. Enfin, j'ai vraiment apprécié. Je l'ai lu d'une traite, il se lit très rapidement. J'ai trouvé ça très chouette. Et je l'ai lu en anglais, et je peux vous dire que c'était un petit peu énervé au niveau du... Parce que du coup, elle utilise du vieux franglais, ce genre de... Enfin, du vieux français, de l'anglais, enfin il y a... Mais vraiment c'était très chouette. Et du coup, ça va me permettre d'enchaîner, puisque j'ai été lire quelques critiques, et quelqu'un disait, mais en fait c'est pas du tout cohérent avec la Lady Macbeth de Shakespeare. Je me suis dit, hold my beer. Donc évidemment, pour commencer cette session classique, j'ai lu Macbeth de Shakespeare. Alors je l'ai commencé en anglais, j'ai fait ça va pas le faire. Donc j'ai finalement trouvé une traduction. Et je m'attendais... Alors je sais pas pourquoi je m'attendais à ça, j'ai jamais lu Shakespeare. J'avais une semi-intégrale offerte par ma tante il y a des années. Je l'ai jamais lu. J'avais essayé, je crois, Le Songe d'une nuit d'été. Au bout de 3 répliques, ça m'avait gavé, donc j'avais dégagé. J'aime pas lire le théâtre de manière générale. Je les entends déclamer dans ma tête, en fait, et je trouve ça absolument pas réaliste, et du coup, ça m'énerve. Et du coup, voilà, Shakespeare, je l'avais jamais lu. Mais là, je me suis dit, allez, on saute le pas. Et en fait, je m'attendais à quelque chose de pompeux, à quelque chose de dur à lire, à quelque chose de très long, alors que je sais pas pourquoi, le théâtre, c'est absolument pas long. Enfin... Les pièces peuvent être longues, mais les scripts de théâtre le sont pas. Bref, j'ai lu donc Macbeth, c'était court, c'était accessible, c'était vachement bien. Vraiment. Et j'ai compris la critique que la personne avait faite sur l'adaptation d'Avareed, parce que dans Macbeth, l'original, Lady Macbeth est celle qui va convaincre Macbeth de faire des choses. Mais elle est beaucoup plus audacieuse. C'est une femme qui a un certain âge, et je pense que j'aurais bien aimé voir, je pense que j'aurais préféré voir ça, parce que la troupe de la jeune jouvencelle, ce qui est le cas dans Lady Macbeth d'Avareed, j'ai l'impression qu'on l'a vraiment tellement vue, alors que là ça aurait été encore plus intéressant pour moi de justement prendre le point de vue d'une Lady Macbeth qui a un certain âge, qui du coup vit avec Macbeth depuis très longtemps et qui essaye de parvenir à ses fins. Je pense que ça aurait été vachement intéressant. Et du coup voilà, donc c'était ma première expérience avec Shakespeare, et j'ai bien aimé, et je pense que j'essaierai d'en lire d'autres, parce que du coup ça m'intrigue, et ça fait partie en plus de la culture littéralement, et du coup peut-être que c'est un classique pas pour rien. Et du coup, il y en a qui m'intriguent, donc je pense que je me lancerai un de ces 4. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, ça me fait moins peur maintenant. J'ai l'impression d'avoir un peu apprivoisé
Shakespeare, et ça me fait moins peur. Je continue du coup sur les classiques avec Les Chants de Maldoror et autres textes de Lauré Hamon. Lui, je vais vous le dire tout de suite, je l'ai abandonné, mais je le mets quand même dans ma liste parce que c'est intéressant. C'est important de dire pourquoi on abandonne les choses. Les Chants de Maldoror, c'est des récits surréalistes, gothiques, sombres, horrifiques, qui sont divisés en 6 chants. J'ai lu le premier et en fait je me suis arrêtée parce que je sentais que ça ne me correspondait pas du tout. Ça a été remis au coup du jour par les surréalistes justement, et en fait je vois pas le but. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a rien qui se tient. On est catapulté d'un truc à un autre, c'est écrit dans une prose très très alambiquée. Ça m'a absolument pas accroché, vraiment pas. Je sais que je connais des personnes qui l'ont beaucoup aimé. C'est très edgy, et je dis pas ça dans le bon sens. Moi j'ai pas du tout accroché, et en fait je me suis dit, alors c'est des poèmes en prose si je dis pas de bêtises, et ouais je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher, et en fait j'avais pas envie de souffrir. J'avais surtout 13 livres à lire, donc j'avais pas envie de souffrir, et je me suis dit j'arrête là, et je sais que c'est pas pour moi, je vais pas prendre plaisir en fait à lire ce livre, je vais rien comprendre. Vous savez quand vous lisez et en fait vous lisez plus. Moi, ça m'arrive parfois, c'est-à-dire que je suis en train de lire, je sais que mes yeux sont en train de lire les mots, mais mon cerveau met ça en arrière-plan et pense à autre chose en fait. Et du coup, je suis en train de lire, mais je pense à tout à fait autre chose, et en fait, j'imprime rien, je fais tourner les pages, mais il se passe rien dans... Je suis incapable de vous dire ce que j'ai pu lire, et du coup, donc, quand j'ai vu que ça m'arrivait régulièrement, que j'avais du mal à me concentrer, que ça me plaisait pas, j'ai arrêté. Donc peut-être que vous aurez plus de chance que moi que si vous vous lancez, mais moi, ça n'a pas été du tout ma came. Autre classique, Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Et si vous avez déjà lu Dracula de Bram Stoker, vous allez trouver ça étrangement familier. Donc chronologiquement, c'est Carmilla qui est arrivé en premier et Dracula est arrivé après. Il est dit que Dracula est inspiré de Carmilla, et ouais, c'est plus qu'une inspiration là, hein. C'est presque juste un gender swap en fait. Et en vrai, c'était chouette. Si vous avez aimé l'ambiance de Dracula, je pense que vous aimerez l'ambiance de Carmilla. C'est censé être sulfureux et saphique. Ça, je vous avoue, je cherche encore. Parce que ça l'était sans doute pour l'époque, mais pour nous, c'est assez prude quand même, hein. On a Carmilla qui essaye juste de serrer dans ses bras 1 ou 2 fois la jeune femme, j'ai oublié son nom. Mais voilà, pas plus. Et du coup voilà. Mais sinon, l'ambiance était là, j'ai bien aimé. C'est c'est le mythe du vampire. Le mythe du vampire dans sa plus pure expression. Vraiment très gothique, vraiment très... voilà, c'est la nuit, il y a des mystères, on est dans des vieux châteaux, dans des vieilles abbayes, etc. Franchement, très chouette. J'ai bien aimé. Il est très court, je m'attendais à ce qu'il soit plus long. Mais c'est vrai que, ayant lu Dracula, j'avais l'impression de lire une fanfic, alors que je sais que c'est l'inverse, hein, mais je pense que c'est... Enfin, ou alors Dracula serait une fanfic de Carmilla, mais du coup, voilà, c'était... Et il y a même dans l'utilisation des anagrammes, en fait. Enfin bref, c'était chouette, c'était une bonne lecture, et la langue est assez accessible, donc ça c'est un plus, pardon, parce que c'est vrai que dans la littérature classique, ça fait parfois peur parce qu'on a l'impression que ça va être très empoulé comme langage, mais là en fait ça allait. Et voilà, j'étais un tout petit peu déçue parce que je pensais vraiment que ce serait plus sulfureux, un peu plus scandaleux du coup, et voilà, mais sinon voilà, c'est assez chouette. Ensuite, j'ai lu, ça fait partie de ma pile à lire, j'ai lu Que les étoiles contemplent mes larmes de Mary Shelley. C'est son journal d'affliction. Mary Shelley, du coup, c'est l'autrice de Frankenstein. C'est son plus connu, mais elle n'a pas écrit que ça, elle en a écrit d'autres. Et c'est mon livre préféré, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais je vous le redis. Et en fait, Mary Shelley est une figure qui m'intéresse énormément. Il faut savoir qu'elle est la fille de Mary Wollstonecraft, qui était une des pionnières du féminisme en Angleterre. Elle a écrit notamment La défense du droit des femmes. Et le père de Mary Shelley était William Godwin, qui était un anarchiste, libraire et éditeur. Donc bon, elle a un terrain familial assez intéressant.
Et en fait, elle fait scandale, Mary Shelley, parce qu'elle s'enfuit. Alors, elle s'appelait Mary Wollstonecraft Godwin à la base, et elle s'enfuit avec Percy Shelley, qui est du coup un poète romantique dans la plus pure expression, avec des mœurs assez scandaleuses pour l'époque, puisqu'il prône l'amour libre. Et il s'enfuit avec Mary Shelley quand elle a 17 ans. Et en fait, ils vont rester 7 ans ensemble. Et en 1822, Percy meurt dans un accident de navigation. Il va sur un voilier avec un de ses amis. Et en fait, ils meurent tous les deux. Et Mary Shelley, en fait, elle est en deuil. Elle a le cœur littéralement brisé. Il faut savoir qu'elle a perdu 2 de ses enfants en bas âge, dans les années qui précèdent la mort de son mari. Et elle se retrouve veuve, mère d'un seul enfant sur lequel elle va reporter en fait toutes ses angoisses. Elle veut absolument pas qu'il la quitte. Et bon, vous vous en doutez, hein, c'est pas super joyeux. Ça brise vraiment le cœur parce que c'est vraiment... elle s'en remet pas, quoi. Elle s'en remet vraiment pas. Et en fait, ce journal, du coup, va être tenu jusqu'en 1844. Donc pendant 22 ans, elle va tenir ce journal. Et on va avoir un peu un aperçu de sa vie, de ses états d'âme. Et moi, ce qui m'a plus brisé le cœur, je crois, c'est que elle va... Dans son deuil, en fait, elle va tellement idéaliser Percy, elle va le mettre sur un tel piédestal, elle va se dénigrer complètement, considérer qu'elle écrit très mal et qu'elle ne peut plus écrire quand il est parti. Elle considère qu'elle a eu énormément de chance qu'il pose les yeux sur elle et qu'il s'intéresse à elle. Et en fait, moi, ça me fait mal parce que c'est elle l'autrice de Frankenstein, c'est pas lui. Et même dans ce journal, on sent qu'elle a un potentiel... Enfin, ça m'énerve de me dire elle s'est lancée là-dedans. Enfin... Comment vous dire ? Pour se remettre de son deuil, en fait, elle a idéalisé un homme qui l'a pas si bien traité que ça, qui en plus l'a un peu rabaissé alors qu'elle avait son potentiel et sa valeur à elle. Enfin bref, voilà. Et en plus, et ça m'a particulièrement touchée parce que ça résonne beaucoup avec mon histoire personnelle, Too Much Information. Elle a des récits de conflits avec ses amis, d'abandon, de trahison. Elle se fait trahir toutes les 3 pages, ça fait très mal. Elle vit dans une situation assez compliquée, elle est obligée de faire très attention à sa réputation, puisque sa réputation en fait est déjà entachée du fait qu'elle s'est enfuie avec Percy Shelley quand elle était jeune, et même s'ils se sont mariés par la suite, donc ils ont régularisé leur situation, il y a un air de scandale autour d'elle qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas avoir affaire avec elle, puisque c'est la société anglaise de l'époque. Et elle essaye toute sa vie de combattre en fait cette réputation qu'on lui colle, notamment parce que son beau-père est très très strict et refuse de lui donner de l'argent si elle fait telle chose. En fait, à partir du moment il fait énormément de chantage, elle a besoin de cet argent pour subsister, et il lui fait du chantage, en gros, si tu fais ça, t'auras plus rien, t'as fait ça, je t'enlève la prime, enfin voilà, c'est assez énervé, et du coup, elle continue quand même d'écrire et de faire des travaux d'édition pour essayer de survivre. Il y a des gens qui disent que du coup, tous ces autres livres après Frankenstein sont nuls parce que c'est que du taf alimentaire. Je les ai pas encore lus, donc je peux pas vous dire, mais j'espère corriger ça un jour. Et voilà. Et du coup, ouais, elle a une vie très compliquée. Sur la fin, ça s'arrange quand même, ouf. Mais ouais, pendant des années, c'est pas facile, hein. Elle se retrouve complètement isolée. La solitude lui pèse énormément, la dépression, le deuil. Enfin, c'est pas si facile à lire que ça. Mais moi, ça m'encourage d'autant plus à lire d'autres de ses œuvres parce que je trouve que c'est un personnage super intéressant. On lui reproche aussi à un moment donné d'être trop conformiste, de pas être assez radicale. Donc c'est très drôle parce que dans sa jeunesse, elle a été vue comme scandaleuse. Elle a essayé de refaire sa réputation, pas forcément par choix, mais parce qu'elle était obligée aussi pour pouvoir vivre en fait, en tant que femme seule. Et certains de ses amis se retournent contre elle en disant t'es devenue trop conformiste, t'es madame tout le monde, quoi. Alors que elle fait vraiment des actions qui étaient pas du tout courantes à l'époque. Genre, elle va... Je sais pas si je vous spoil, mais je vous spoil un peu quand même.
elle va sauver un couple composé d'une lesbienne et d'une de ses amies. Elle va les aider en fait à quitter l'Angleterre avec une nouvelle identité. Donc la femme lesbienne va devenir un homme et elle va se présenter sous une identité masculine jusqu'à la fin de sa vie et pour pouvoir vivre en fait. Et enfin, je sais pas, en 1830, je suis pas sûre qu'il y a énormément de gens qui aident des couples de lesbiennes à s'enfuir en fait. Il y a ça, elle récupère tout le monde, enfin je veux dire, dès qu'il y a des gens dans ses proches, que ce soit des amis ou de la famille, qui a des soucis de fric, alors qu'elle, elle a rien, elle leur donne, elle les héberge, elle les présente à ses contemporains, elle essaye de faire en sorte, elle a une petite notoriété parce qu'elle était une proche de Byron, de Lord Byron, qui est du coup a un énorme succès en Angleterre à cette époque. Elle a une petite notoriété parce qu'elle était une amie de cet homme-là, et elle essaye en fait de s'en servir pour s'immiscer dans les cercles intellectuels et pour demander des faveurs en fait pour les gens qui... Bref, ça avait l'air d'être d'une nana qui s'oubliait complètement, qui aidait complètement les autres et elle s'est fait poignarder dans le dos à plusieurs reprises. Je crois que mon admiration pour elle est encore plus décuplée en fait. Parce que moi j'aurais pas vécu autant de choses. Enfin waouh, comment elle a fait quoi. Et d'ailleurs, elle le dit, elle a beaucoup de pensées suicidaires, et la seule chose qui l'a fait tenir pendant des années, c'est la présence de son fils. Et elle a même... Enfin, il y a des choses avec lesquelles je suis rentrée pas mal en résonance. Et en plus, la traductrice, il y a un boulot de fait qui est assez impressionnant sur justement les notes de bas de page, les notes biographiques, la postface aussi, ça remet dans le contexte pas mal de choses, c'est vraiment très... Non, c'est très bien. Et il faut savoir que Mary Shelley en plus était trilingue. Comment vous dire que... Même plus que ça, parce que... Alors, elle étudiait le grec, elle était donc anglaise, elle parle un peu français, pas mal de fautes, mais elle parle quand même pas si mal, et italien. Voilà. Donc ouais, Mary Shelley, très très bonne chose. Pour le dernier livre de cette catégorie, je vais vous parler de The Tenant of Wildfell Hall de Anne Brontë. Vous avez certainement entendu parler de Charlotte Brontë et Jane Eyre, de Emily Brontë et Les Hauts de Hurlevent, mais c'est vrai que Anne Brontë, on en parle assez peu. C'est la troisième sœur et elle a écrit 2 romans de son vivant, Agnès Gray et du coup la locataire de Wildfell Hall. Selon les traductions, vous allez retrouver ça sous le nom La Dame de Wildfell Hall ou La Recluse de Wildfell Hall. Personne n'arrive à se mettre d'accord. Et en fait, du coup, moi, voilà. J'avais envie de découvrir Anne Brontë parce que j'avais lu ces 2 sœurs et je m'étais dit, allez, on fait la totale. Et c'est ma préférée. Voilà, je fais du favoritisme. J'ai adoré La Dame de Wildfell Hall. La plume est d'une facilité déconcertante. Ça me fait penser un peu à Jane Eyre, que j'avais trouvé assez facile à lire aussi. Alors que Les Hauts de Hurlevent, j'ai beaucoup de mal à le lire en première instance, et quand je l'ai relu quelques années plus tard, je l'ai trouvé un peu plus facile. Mais La Dame de Wildfell Hall, ouais, c'est vraiment... Il est très facile à lire. Il est féministe, mais d'une puissance. Il a fait un énorme scandale, en fait, quand il est sorti. Je vous fais la petite minute histoire. Parce que on va parler, en fait, d'une femme qui se sépare de son mari. Qui se sépare de son mari, donc à l'époque c'était ultra mal vu, et elle va notamment, il y a une scène dans laquelle elle va lui claquer la porte de la chambre au nez, et ça en fait c'est énorme pour l'époque, parce que le devoir conjugal c'est un devoir. Le fait de claquer sa porte au nez de son mari, c'est scandaleux. Et ça va avoir une énorme répercussion, ça va lui donner une réputation de livre très sulfureux, très scandaleux. Et en fait, c'est... Je sais pas comment vous dire, mais on le sent encore quelques siècles après, puisque on est vraiment sur quelque chose d'ultra en avance pour son époque, en fait. C'est très... Enfin, moi, je suis impressionnée. L'autrice, c'était une visionnaire, hein. Et du coup, en fait, donc voilà, on va suivre l'histoire de la locataire de Wildfell Hall, qui est un vieux manoir délabré qui arrive du jour au lendemain. Et en fait, le petit village qui a au pied de cette demeure se pose des questions sur cette locataire, veut savoir d'où elle vient. Au début, il pense qu'elle est veuve, puisqu'elle s'installe avec son petit garçon sans chaperon.
Et voilà, il y a toute une mystique autour de sa figure qui commence à émerger. Et il y a les ragots de la société anglaise, etc. Et en fait, on a Gilbert, qui est un gentleman farmer de la ferme d'à côté, qui au début va détester cette femme parce qu'elle le pousse complètement dans ses retranchements. Gilbert, c'est un peu le beau gosse du coin. Il dragouille un peu tout le monde, il sait qu'il plaît, il est beau, il est riche, enfin en tout cas il est bien installé. Et du coup, au début, ils s'entendent pas tellement. Et en fait, ils vont finir par se découvrir et nouer une relation qui est assez mignonne, sauf que ça va évidemment poser problème dans le sens où on connaît pas le passif de la locataire. Et du coup, voilà, donc c'est un petit drame un peu. Et en fait, l'autrice a fait le choix de faire 2 points de vue différents. Donc on a d'abord le point de vue de Gilbert qui va nous parler de cette jeune femme dure et vraiment pas fun qui s'est installée près de chez lui. Et elle va lui donner un de ses journaux et en fait il va le recopier en entier et du coup on va pouvoir voir l'histoire du point de vue de la locataire et vraiment banger sur banger. Et en fait l'autrice parle aussi d'alcoolisme. Il faut savoir qu'ils étaient 4 dans la fratrie Brontë. Il y avait du coup Charlotte, Emily, Anne et il y avait un frère qui s'appelait Bramwell. Et en fait, Bramwell va tomber dans l'alcoolisme et c'est Anne qui va s'en occuper. Et du coup, elle va être aux premières loges pour voir ce que fait l'alcoolisme à une personne. Et en fait, elle va retranscrire tout ça dans ce roman-là. Donc il y a des moments, c'est pas facile. Hein. C'est dur à lire si vous avez connu ou pas. Mais voilà, c'est un sujet qui est pas évident et elle le fait très bien. Je trouve que c'est assez pertinent. Et bref, je sais pas quoi vous dire d'autre, j'ai l'impression de vous avoir tout spoilé, mais je pense pas. C'est vraiment un classique qui mérite d'être lu et pour moi c'est mon préféré. Vraiment mon préféré des 3 sœurs. J'ai très envie de lire Agnès Gray du coup, puisque ça me donne très envie. Et c'est peut-être le livre qui est le moins spooky de ma sélection, parce qu'au final on est juste dans une histoire de société anglaise. Y a rien de fantastique ou quoi que ce soit. Mais voilà, l'automne, c'est pas forcément que des trucs qui font peur. Ça peut être aussi des vieux classiques anglais, pourquoi pas. Et on va passer tout de suite à la prochaine catégorie. Et donc dans la catégorie graphique, il y a un graphique, et c'est Moi ce que j'aime, c'est les monstres, tome 2 d'Émile Ferris. Si vous avez suivi mes vidéos depuis le début, ça fait partie de ma pile à lire, donc comme quoi, j'ai réussi quand même à être assez raisonnable là-dessus. J'ai pu piocher quelques titres, j'ai pas fait que du hors-route. Et du coup, j'ai relu le premier tome parce que ça faisait un moment que je l'avais pas lu, il est sorti en 2017-2018, je sais plus. Et je voulais être sûre de pas louper de référence ou quoi que ce soit, donc j'ai lu le premier tome et j'ai lu le deuxième tome juste après. C'est édité par Monsieur Toussaint Louverture. C'est un très gros bébé. Et je vous dis ça parce que je trouve qu'il est pas si cher que ça. Parce que du coup, on est sur 35 € je crois le tome. Et en fait, il y a je sais pas combien de pages. Je sais même pas si elles sont notées. Mais et c'est que des dessins. C'est que des dessins au bic. Voilà, ça c'est que du stylo bille. Faut le savoir, donc c'est assez impressionnant. Et du coup, donc l'histoire, c'est Karen, qui est une petite fille dans les années 60 à Chicago, qui a une fascination pour les monstres et les films d'horreur. Elle adore ça, c'est une passion qu'elle partage avec son frère, qui s'appelle Diz. Et en fait, elle vit avec sa maman et Diz dans le sous-sol d'un immeuble. Et il va se passer quelque chose, une de leurs voisines meurt assassinée. Et en fait, voilà, ça va être l'occasion pour Karen d'essayer de devenir une détective. Et Karen, elle se représente sous les traits d'une louve-garou. Voilà, elle se voit pas comme une petite fille, elle se voit comme une louve-garou. Et en fait, on va comprendre que Karen, la petite Karen, elle est lesbienne en fait. Et du coup, c'est assez difficile pour elle de naviguer
dans ces années 60 aux États-Unis où l'homophobie est très très importante, elle sait pas trouver sa place. Les adultes autour d'elle lui cachent beaucoup de choses et elle a très envie de découvrir tous ces secrets qu'on lui cache. Elle a un rapport assez particulier avec son frère, elle l'adore, ils font plein de choses ensemble, mais il peut avoir des moments où il est très violent aussi. Elle se sent pas trop comprise de sa mère et en même temps c'est une personne avec qui elle regarde des films d'horreur à la télé, donc y a toute cette ambivalence de j'aime ma famille, on partage des choses, mais il y a des choses sur lesquelles on se rejoint pas. Et avec toujours en fond cette enquête sur la mort d'Anka. Et en fait, je crois que c'est Anka, j'espère que je vous dis pas de bêtises. C'est bien Anka. Et du coup, en fait, on va avoir plusieurs intrigues qui vont se mêler. L'histoire d'Anka en elle-même, tout le mystère qui est autour de sa mort, les différentes épreuves que doit traverser Karen, parce qu'il y a des choses qui sont... Je vais pas vous dire parce que je peux pas vous spoiler, mais il y a des choses qui sont assez difficiles. Et dans tout ça, la puberté, les premiers amours, les conflits, le fait d'être marginale, d'être toujours toute seule, isolée, d'avoir des goûts qui sont pas mainstream, on va dire, cette fascination pour les monstres et les films d'horreur que personne ne comprend, et toute la galerie de personnages qui vont graviter autour d'elle en fait et qui vont devenir ses amis. Voilà, c'est très chouette. C'est vraiment... le premier tome avait été un ultra coup de cœur, genre ça m'avait renversé de A à Z. J'ai pleuré à nouveau quand je l'ai relu d'ailleurs. Le deuxième tome est dans cette veine, mais je trouve que c'est plus un tome de transition. Là où le premier tome posait les bases, ce deuxième tome fait avancer l'intrigue, mais d'une manière qui nous fait dire que ça va être surtout la suite qui va être importante. Et du coup voilà, mais vraiment très chouette. Donc si ça vous fascine un petit peu aussi les monstres, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment... c'est bien fait, c'est fait avec beaucoup d'humanité, beaucoup de douceur. J'ai adoré. Donc voilà, c'est très lourd, je vais le poser. mais je recommande, c'est vraiment une très chouette BD, très chouette roman graphique, je sais pas comment vous voulez qu'on l'appelle, mais voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai lu du coup 13 livres pour l'automne. Je suis assez contente parce que je trouve que c'était varié, il y avait plusieurs genres différents, il y avait plusieurs... il y avait du francophone, il y avait de l'anglophone, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait du graphique, des classiques. Enfin, je suis assez contente. Je trouve que c'était un panel assez large et c'est plutôt chouette. J'aime bien pouvoir présenter des choses aussi éclectiques. Voilà. L'automne n'est pas terminé, on n'est que début octobre. Calmons-nous. Il y a d'autres titres que j'aimerais lire, mais je pense que je vais lever le pied. Je suis pas sûre de vous en proposer 13 la fois prochaine non plus. Je vais essayer de lever le pied un peu, mais il y a des choses qui m'intéressent. Cela dit, si vous avez des titres que vous pensez qui pourraient me plaire dans cette spooky season, n'hésitez pas à me donner des titres, à me conseiller. Ce sera peut-être des livres que je lirai du coup pour pouvoir vous faire mon retour dans ma prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai quelques titres en attente. Il y a des choses qui sont dans ma pile à lire, d'autres qui sont sur ma wishlist depuis des années. Et du coup, je vais peut-être me laisser un peu plus porter pour les autres lectures, moins me mettre la pression, parce que là, je vous avoue que le rythme était quand même assez énervé. Et là, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est jouer à Animal Crossing, rien à voir. Mais j'ai besoin de faire une petite pause. J'ai aussi une autre vidéo thématique que j'ai prévue. Je pensais la sortir rapidement. Ça va me prendre plus de temps que je ne le pensais. Du coup, ce sera peut-être plutôt en novembre. Ce qui m'embête, parce que je vais un peu sortir de la fourchette de temps que j'avais prévue, mais c'est pas grave. Et du coup, on verra ça plus tard. Mais en attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire du coup s'il y a des titres que vous voulez que je lise. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.